Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Vincent Mazelec, je travaille à la DINUM, je suis responsable à la DINUM de la circulation de la donnée et notamment en charge d'API particuliers, API entreprises. Julie, tu peux Oui, te donc bonjour présenter à aussi. tous. Donc moi c'est Julie Guyot et je suis conseillère en transformation numérique à la DINUM également. Voilà, donc écoutez, je vais commencer cette présentation qui sera poursuivie par Julie. Du coup, ce que je vous propose, c'est que on fasse cette présentation, qu'à l'issue de la présentation, on ait des échanges. Donc, vous pouvez noter les questions que vous pouvez poser au cours de la présentation dans le chat, et puis on y répondra par la suite. On est on est un nombre satisfaisant aussi pour que vous puissiez prendre la parole et poser vos questions directement. Voilà. Donc je vais commencer. Donc on est ici pour vous présenter un état d'avancement d'une étude qu'on réalise sur les besoins en données des CCAS et CIAS. Voilà le programme de notre de notre après-midi ensemble. D'abord, je vais expliquer le cadre de cette étude, préciser les missions pour celles qui ne les connaissent pas de la DINUM, puisqu'on applique, on met en place des outils qui permettent d'appliquer le principe du dites-le nous une fois, donc inscrit dans l'article L114-8 du Code des relations entre le public et l'administration, qui stipule que les administrations échangent entre elles, on est sur de l'impératif, toutes les informations ou données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public, une déclaration transmise par celui-ci en application d'un texte législatif ou réglementaire. Petite parenthèse, dans le cadre de cet échange de données, il y a obligation d'informer l'usager, mais pas de recueillir son consentement. Donc concrètement, pour l'application aux démarches des usagers qui viennent en CCAS, ça veut dire qu'on travaille sur la suppression des pièces justificatives que vous recueillez dans le cadre de vos missions. Je disais tout à l'heure que la DINUM proposait des outils pour mettre en œuvre cet article L114-8. Effectivement, on a un bouquet d'API. Donc un API, c'est un moyen de récupérer une information, une donnée, un fichier, etc. Mais du coup, on met en place un bouquet d'API qui permet d'accéder à un grand nombre de données dans l'administration pour simplifier les démarches. Donc c'est un outil technique. L'API, c'est pas un outil qu'un utilisateur, un agent peut utiliser directement. Une API, ça s'utilise dans un logiciel et donc du coup, on travaille aussi avec les éditeurs de logiciels pour qu'ils intègrent les API. J'y reviendrai un petit peu par la suite. Du coup, API particulier a pour mission de faciliter l'accès aux données des particuliers, à l'accès aux données des particuliers, mais pour les administrations, et du coup de simplifier les démarches des particuliers. Donc on a bien à gauche une administration qui a un besoin d'une information sur un particulier dans le cadre d'une démarche d'un particulier qu'il a à traiter, et un pays particulier qui fait cette interface qui va proposer des données d'un certain nombre d'administrations, et dans les administrations, on va le voir, nous avons 9 fournisseurs de données, 13 API distribués, 3 API qui sont en cours. Aujourd'hui, le API particulier est utilisé par 1700 acteurs publics différents, et on a quelques CCAS, dont et aussi 5 éditeurs qui sont en mesure d'utiliser les API, donc dont les solutions sont en mesure d'aller récupérer des informations
sur les usagers qui viennent frapper à votre porte. Donc, l'avantage pour les CCAS, mais je l'ai déjà dit, c'est de simplifier les démarches des usagers. Simplement, pour être tout à fait précis, les données qu'on diffuse aujourd'hui ne sont pas suffisantes pour traiter les démarches que vous avez en votre sein. Et du coup, comme vous pouvez le constater, on a un certain nombre de données ici. On les a pas là aussi. On a quotient familial, CAF et MSA. Et donc, parmi nos fournisseurs de données, nous avons la direction de la sécurité sociale. Et finalement, j'interviens un petit peu en avance de phase sur l'étude, mais on est confronté à la problématique suivante. D'un côté, on a des CCAS qui nous disent on n'a pas assez de données. Aujourd'hui, vous ne nous proposez pas assez de données dans un pays particulier. Et de l'autre côté, on a la direction de la sécurité sociale, peut-être que nous en avons un représentant ici, qui nous fournit des données de la sphère sociale, qui souhaite mieux connaître l'environnement dans lequel les CCAS, quelles sont les données et pour quelles démarches les CCAS ont besoin des données supplémentaires. Donc, du coup, je vais passer la parole à Julie qui mène cette étude. Et effectivement, l'objectif de la mission, c'est de bien identifier les cadres juridiques d'utilisation des données pour pouvoir derrière faire une expression de besoin consolidée à la direction de la sécurité sociale et pouvoir augmenter le volume des données que nous diffusons au CCAS et d'alimenter les logiciels qu'ils utilisent pour instruire les demandes, les démarches des usagers qui viennent frapper à leur porte. Julie, je te rends le partage. le partage. J'arrête le mien et je te passe la main. Alors, vous voyez tous mon écran? Oui. Très bien. Donc, moi, je vais prendre la suite de Vincent concernant l'étude. Donc, tu l'as un peu dit, Vincent, donc on a été missionné par la direction de la sécurité sociale pour mener une étude sur les besoins en données des CCAS. Et donc, l'objectif, c'est, comme l'a expliqué Vincent, dans le principe du dites-le nous une fois, il faut que les données auxquelles les administrations peuvent accéder, ce sont forcément des données qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission. Donc nous, on doit identifier ces données strictement nécessaires à l'exercice des missions des CCAS pour qu'il y ait un cadre juridique solide pour que les CCAS puissent avoir accès à un pays particulier. Donc l'étude, elle doit répondre à plusieurs questions. Déjà, l'objectif, c'est de mesurer les obstacles que rencontrent actuellement les travailleurs sociaux dans l'accès aux données des usagers. Ensuite, donc le cœur vraiment de la mission, c'est d'identifier les pièces justificatives. Finalement, c'est les données et les démarches associées à ces données. L'étude, elle va permettre également d'identifier les outils qu'utilisent les agents des CCAS pour qu'on puisse identifier les logiciels sur lesquels API particulier pourra être déployé. Et enfin, préciser le cadre juridique applicable aux missions facultatives des CCAS. Notre étude, elle s'organise en 4 phases. La phase 1, elle a été réalisée, on va dire courant de l'été et à la rentrée. Donc il s'agissait de mobiliser les acteurs du projet et de faire un premier recensement des données des CCAS et de leur mission. Mais c'était une phase vraiment, comme son nom l'indique, préparatoire, dans le sens où on s'est basé que sur de la
documentation disponible sur des textes de loi qui encadraient les missions obligatoires, mais on avait quand même une vision assez réduite de l'ensemble des missions. Donc on a quand même été aidé aussi par l'UNCAS pour cette phase, qui nous a permis quand même d'avoir une vision assez globale des missions, mais ça ne suffisait pas pour établir vraiment une vision exhaustive des données. Donc on a ensuite entamé la phase quantitative. Donc c'est de cette enquête quantitative que je vais vous partager les résultats tout de suite. Elle n'est pas totalement finie parce qu'on considère qu'on va la poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Mais bon, voilà, on a envoyé quand même le questionnaire à une liste de plus de 3000 CCAS fin septembre. Donc, il s'agissait par cette enquête d'identifier les missions et les données précises associées à ces missions. Et ensuite, on va entamer l'enquête qualitative qui va consister à réaliser des immersions dans les CCAS pour avoir une vision plus fine des processus métiers des travailleurs sociaux et vraiment s'assurer qu'il y a bien des difficultés d'accès aux données et à quelles étapes du parcours les personnes qui travaillent dans les CCAS sont le plus gênées par cet accès aux données tel qu'il est actuellement. Et durant cette enquête qualitative, on va également mener des entretiens avec les fournisseurs de données et les éditeurs pour voir comment implémenter API particulier dans les outils. Et enfin, il y aura une phase de synthèse des travaux dans laquelle on fera la synthèse et la présentation de nos recommandations et de ce qu'on aura pu constater lors des différentes enquêtes. Donc, concernant l'enquête quantitative, donc comme je vous le disais, le 25 septembre, on a envoyé un questionnaire, une liste de plus de 3000 CCAS qui nous ont été, dont le mail nous ont été communiqués par l'UNCAS, qu'on remercie. Les objectifs de ce questionnaire, c'est donc d'avoir une liste exhaustive des missions, puisque les missions obligatoires, elles sont assez faciles à clarifier, puisqu'elles sont encadrées par un cadre juridique, alors que les missions facultatives, par définition, elles sont un peu infinies. Donc, c'était vraiment là-dessus qu'on voulait vraiment axer le questionnaire. Et pour chacune de ces missions, identifier les données associées, puisque c'est le cœur de l'étude, et également de mesurer les difficultés rencontrées par les CCAS. Normalement, vous avez tous dû recevoir le questionnaire. Donc, il y a un aperçu là sur la droite. Je vous invite, si vous voulez, vous pouvez continuer à y répondre hein, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Parce que notre première difficulté actuellement, c'est qu'on a un très faible taux de réponse. On est à 19 réponses. Donc, les résultats que je vais pouvoir vous partager aujourd'hui, c'est quand même des résultats partiels et on espère pouvoir les affiner dans les semaines à venir. Donc, n'hésitez pas. En plus, on l'a déployé sur un outil créé par la DINUM qui s'appelle Démarche simplifiée et qui permet de répondre sur un temps prolongé puisque vous pouvez enregistrer un brouillon. Donc, même s'il peut paraître un peu long, il y a moyen de répondre en plusieurs fois. Et je remercie ceux qui ont déjà répondu parce que vos retours nous sont précieux. Donc, les premiers résultats de l'enquête. Donc déjà, on a posé plusieurs questions dans le questionnaire qui nous ont permis de confirmer les difficultés qu'on pressentait, hein, que les CCAS peuvent rencontrer dans l'accès aux données. On a posé tout d'abord la question des étapes les plus chronophages pour un agent social, un travailleur social. Et ce qui revient en premier, c'est la collecte des pièces justificatives et en second lieu aussi la saisie informatique. Donc on pensait, vu de l'extérieur, que l'analyse de la situation aurait pu prendre le plus de temps, ça nous paraissait un peu le plus logique, ou les rendez-vous. Et finalement, on constate que la collecte des pièces prend vraiment un temps important. On a également demandé aux CCAS comment ils accèdent aux justificatifs attestation des usagers. Et ce qui revient en premier lieu, c'est qu'il y a un envoi de ces justificatifs principalement en main propre et par mail. Il y a peu de recours aux pages du RNCPS ou au CDAP. On a également demandé au CCAS si les usagers revenaient pour fournir de nouvelles attestations, pour compléter leur dossier après un premier entretien, ou est-ce que dès le premier entretien, ils venaient en connaissant l'ensemble des pièces justificatives qu'il fallait fournir. Et donc la réponse est principalement oui, ils ont vraiment l'occasion de revenir. Je vois qu'il y a une main levée. Peut-être Je suis en Georges train Bayard? de... Pardon. Oui, Oui, vas-y. bonjour, c'est Georges Bayard de la DSS. Je suis très intéressé par
par l'étude pour les raisons que tout à l'heure Vincent a indiquées. J'ai une question à poser là-dessus. C'est toute procédure des CCAS, là, ces chiffres, ou alors c'est uniquement sur l'action sociale facultative? C'est quoi le périmètre? C'est mission obligatoire et facultative. D'accord, Pour c'est l'ensemble, le oui, global. Merci. oui, oui. On a juste mis de côté l'analyse des besoins sociaux, parce que ça ne nous paraissait pas dans le périmètre, mais sinon, c'est toutes les missions des CCAS. Ok, merci. Alors ensuite, on a également demandé quels étaient les freins rencontrés par les usagers pour fournir des justificatifs, puisqu'on voit que finalement ça revient la charge de fournir les justificatifs revient aux usagers puisque le CCAS n'a pas directement accès à ces données sur un logiciel. Et donc, ce qui ressort, c'est que c'est principalement des difficultés d'accès aux services en ligne. Il y a également des difficultés à comprendre les documents demandés ou des délais d'obtention. Mais on voit que tous ces freins, ils peuvent contribuer au non-recours et que c'est quand même assez problématique. On a également posé la question sur est-ce que lorsque les usagers reviennent pour demander une nouvelle aide ou alors pour toute une autre raison que leur premier rendez-vous, est-ce qu'ils ont à fournir l'ensemble des pièces justificatives à nouveau? Et il y a encore quand même 37% des CCAS qui nous ont répondu que oui, lorsqu'un usager revient, il doit fournir à nouveau toutes les pièces justificatives et pas uniquement celles spécifiques à sa demande. Et enfin, on a posé la question sur le traitement des demandes des usagers. Et donc ça, c'est plutôt rassurant parce qu'on voit que donc 16, le CCAS sur 19 nous ont répondu qu'ils utilisent un logiciel métier spécifique, que ce soit Mon Suivi Social ou des solutions privées. Mais on voit que c'est quand même dématérialisé pour la plupart des CCAS. Certains couplent leur logiciel métier avec l'utilisation d'un support papier ou de pack office. Mais généralement, il y a quand même le logiciel métier qui est au cœur des travaux des CCAS. Et donc, plusieurs éditeurs nous ont exprimé leur intérêt d'intégrer API particulier, mais comme le disait Vincent tout à l'heure, ça ne répond pas pleinement à leurs besoins. Notamment, il y a des données sur le montant des aides perçues qui ne figurent pas dans les données disponibles par API particulier aujourd'hui. Ouais, Donc excusez-moi ensuite, sur ce point. pardon, Attendez, oui, excusez-moi, je vais lever la main. Point pardon. particulier, est-ce qu'il n'y a pas un effet panel lié à la restriction du panel, les CCAS qui vous ont répondu, c'est quoi leur taille? La taille des CCS, Oui, qui vous ont répondu. c'était des tailles assez variées. Il me semble qu'il n'y avait pas de Donc il n'y a pas d'effet particularité. panel, d'accord. Oui, on va Non, l'étudier, Georges. On n'est pas plus dans en détail. une. Oui, on n'est pas, on n'a pas les moyens d'une analyse statistique poussée avec un panel, etc. On n'est pas des statisticiens non plus, hein, donc Non, mais l'étude c'est aura pas des ça mon limites. besoin. Mm. C'est pas ça mon besoin, c'est de savoir juste si ça sent le représentatif ou si ça sent Ouais. l'effet panel. J'ai pas, Mm. Mm, mm. Mais pas on d'autre a vocation que ça. ouais, on a d'autres moyens que cette étude pour avoir je dirais un taux de couverture d'équipement logiciel des CCAS. Et on sait très bien que les petits CCAS n'ont pas de logiciel et n'ont pas les moyens d'en avoir. Donc voilà, on connaît les limites de la dématérialisation. Donc il n'y a pas qu'une fracture numérique du côté des usagers, il y a aussi une fracture numérique du côté des agents liés à la taille des organisations. Alors du coup, maintenant sur l'identification des données nécessaires à l'exercice des missions des CCAS. Donc on a distingué donc les deux types de missions, les missions légales obligatoires et les missions facultatives. Donc grâce notamment à l'UNCAS et confirmé par le questionnaire, on a pu recenser 15 missions légales obligatoires des CCAS. Donc pardon, vous avez la liste ici. La plupart consistent à la préinstruction et l'instruction des demandes d'aide légale. Voilà, tout ce qui concerne la MDPH, les allocations pour le logement,
voilà, la prime d'activité, l'obligation alimentaire. Donc vous avez toute cette liste-là. On a également ajouté la domiciliation, même s'il y a par définition, peu de données rattachées à cette mission. Et comme je le disais tout à l'heure, on a écarté l'analyse des besoins sociaux puisqu'il s'agit pas de traiter des données de particuliers dans cette mission, mais plutôt des données sociologiques, territoriales, et ce sont pas le même type de données. Donc un petit point méthodologique. Donc pour chacune de ces missions, le questionnaire a permis de recenser les justificatifs que le CCAS demande aux usagers. Ensuite, pour l'analyse, on a fait le choix de mettre de côté les justificatifs qui étaient mentionnés par moins d'un quart des répondants, puisqu'on a jugé que c'était pas suffisant pour que ce soit suffisamment fiable. Et donc, on a conservé ceux qui étaient cités par au moins 75% des répondants. Et ensuite, on a compté le nombre de missions pour lesquelles chaque justificatif était requis, et ce qui nous a donné les données les plus fréquemment utilisées pour instruire ces aides légales obligatoires. Et on arrive à ce résultat. Voilà. Donc là, vous avez la liste des données les plus demandées pour instruire les aides légales obligatoires. Donc, il faut lire ce tableau en se disant, par exemple, pour l'avis d'imposition, c'est un justificatif qui est nécessaire pour réaliser 93% des missions légales obligatoires des CCAS sur les 15 missions identifiées. Si j'en prends un autre, justificatif d'indemnité journalière, il est demandé pour 47% des missions légales obligatoires. Donc on a fait ça sous un système de pourcentage parce que ça nous paraissait assez parlant pour voir les données qui étaient vraiment les plus demandées dans le cadre de ces missions obligatoires. Donc, je vous laisse regarder quelques secondes si vous voulez. Ensuite, je vais passer aux missions facultatives. Oui, Je peux vous embêter encore, parce qu'il y a un truc qui allez-y. m'intéresse beaucoup, c'est les bulletins de salaire, c'est dans quel process? C'est dans quelle procédure? Alors là, j'ai pas sous les yeux les résultats complets, mais 80%, c'était dans la grande majorité. Donc, c'était. Je pourrais vous transmettre la liste complète de toute façon, mais vas-y, Vincent. Bah, comme Georges ouvre la discussion et qu'on a des CCS, peut-être que si vous voulez intervenir, vous Oui, pouvez aussi oui, alimenter nos échanges, puisqu'en fait, ouais. on se fait, nous, porteurs de questions qu'on vous a posées finalement, même si c'est pas vous directement. Donc, n'hésitez pas à intervenir dans nos échanges et nourrir la discussion, soit en intervenant par message, soit en prenant la parole directement. Du coup, pour le bulletin de salaire, je pourrais vous retrouver ça et vous l'envoyer la liste exacte, mais voilà, si c'est 80% des 15 missions, c'est la grande majorité des missions là, quoi, que vous voyez. Donc, je vais passer aux missions facultatives. Mmh. Vous avez encore des questions sur les sur nos sociétés? Bah, voilà, il y a des réponses dans le chat. Donc pour les missions facultatives, donc on a demandé déjà au CCAS s'il proposait des aides facultatives, et là, donc l'immense majorité propose des aides facultatives en plus des obligatoires à 95%. Donc là, on a une liste vraiment assez infinie d'aides facultatives, entre les aides financières remboursables, les non remboursables, les aides à la mobilité, les aides en nature, tout ce qui est colis de fin d'année, panier repas, toutes les gestions d'établissement également, sur l'hébergement d'urgence, l'enfance, la petite enfance. On a des épiceries solidaires également, de l'accompagnement administratif qui revient très souvent, des services d'aide aux personnes comme de l'aide à domicile, des soins, et la gestion des plans d'alerte et d'urgence. Ça peut être les plans canicules ou les plans grand froid. Et donc, le questionnaire nous a permis également d'identifier des missions facultatives qu'on n'avait pas encore dans notre scope, notamment les services de téléalarme, l'aide à l'accès aux loisirs et spectacles ou l'intermédiation locative. Donc ça, c'est des missions facultatives, mais encore une fois, sur la base de 19 réponses, donc on a bien conscience qu'il en manque dans notre champ de vision, et donc on espère pouvoir compléter cette liste dans les semaines à venir. Et donc là,
Concernant la méthode d'analyse des résultats, on n'a pas pu adapter le même système que pour les aides obligatoires, puisque elles n'étaient pas en nombre limité, il n'y en avait pas 15, mais comme je vous le disais, un peu à l'infini, donc on ne pouvait pas baser un pourcentage sur un nombre de missions qui était très grand. Du coup, on a fait plutôt le top 10 des justificatifs les plus demandés pour ces missions facultatives, et on est arrivé à ce top 10 avec en tête le justificatif de domicile, puis les justificatifs de minima sociaux, les justificatifs d'aide au logement. Puis voilà, je vous laisse lire la suite, mais globalement, c'est à peu près les mêmes justificatifs qui reviennent avec voilà, que pour les missions obligatoires. L'avis d'imposition est un peu plus bas, il était en tête pour une mission obligatoire, là il est en 5e place, mais globalement on est un peu sur les mêmes justificatifs. Ce qu'on peut noter quand même, si on doit avoir une différence entre les justificatifs demandés pour les missions légales obligatoires et ceux pour les missions facultatives, on peut dire que tout de même pour les missions obligatoires, on est plus sur de la vérification de droits sociaux. On demande des attestations pour s'assurer que telle personne a bien tel statut, alors que pour les missions facultatives, on est plus sur une évaluation globale de la situation économique du ménage. Il y a des éléments sur les crédits, les charges qui ne sont pas, qui sont moins demandés en tout cas pour les missions légales obligatoires. Et il y a également 2 points qui me semblaient importants, c'était donc voilà sur les documents spécifiques. Donc avec notre méthode, on a pu avoir soit donc les pourcentages des justificatifs les plus demandés ou le top 10 des justificatifs pour les missions facultatives, mais ça a quand même un défaut, c'est qu'on écarte certains documents qui pourraient être centraux pour certaines missions et du coup qui ne rentrent pas dans ce top 10, et donc on va quand même dans l'étude finale les faire apparaître parce que certains semblent peu utiles dans l'ensemble, mais sur certaines missions ils sont vraiment essentiels, comme le livret de famille pour l'ASF ou le jugement de tutelle pour l'APA. Et il y a aussi le sujet de la pièce d'identité qui est souvent remonté et pour lequel il me semble qu'on n'a pas trop de solutions pour l'instant, mais on va creuser le sujet. Bon, c'est pas une donnée sociale, hein, mais c'est voilà, c'est un point qui remontait très régulièrement. Et du coup, une petite remarque, et je sollicite les personnes présentes. Il n'est jamais demandé le numéro de sécurité sociale ou en tout cas le fait d'être inscrit à le numéro ou la carte de sécurité sociale aux usagers. Je veux bien vos retours là-dessus, parce que c'était une des questions sur lesquelles pour Avec c'est l'instant peu on a du. revenu. Ouais. Ouais, Même pour parce que l'identification, on a demandé dans le questionnaire comment les personnes étaient identifiées à leur arrivée, et le numéro de sécurité sociale, il apparaît en dernier un peu. Souvent, c'est plus par l'adresse ou une identité complète même. il est demandé dans le cadre d'une vérification de l'accès aux droits. Je veux bien que vous précisiez, voir que vous preniez la parole, Mariette, si vous le pouvez. Ok, plus sous l'aspect complémentaire. Ouais. Dans le cadre des demandes de logements sociaux, si le CCAS est guichet et enregistreur pour le SNE. Oui, d'accord, parce que le SNE, effectivement, on a besoin du numéro de sécurité sociale. Ok. Oui. Et pour les services médico-sociaux, EHPAD, etc., dès lors qu'il y a un lien avec des prestations de sécurité sociale. D'accord. Très bien, c'est pour moi. Merci beaucoup. Et donc, Madame Coudray, vous avez levé la main, il me semble. Oui, c'était pour l'activité en fait des travailleurs sociaux part de l'évaluation complète de la situation de la famille en amont même Oui. des demandes, qu'elles soient sur des missions légales ou des missions facultatives. Donc c'est là qu'on peut s'assurer que les personnes sont bien inscrits, que les ayants droit apparaissent aussi. Évidemment, sur tout ce qui est partie logement et guichet enregistreur, même sans être guichet enregistreur, nous, après, on est guichet enregistreur, mais quand on ne l'était pas, sur les demandes de logements sociaux qui étaient faites dans notre CCAS, en fait, on vérifiait que les personnes avaient bien les documents que les bailleurs allaient demander
au moment où la candidature serait présentée. Et parfois, on se rendait compte qu'il manquait des avis d'imposition, etc., etc. D'accord. Donc, vous voulez dire que même avant toute aide ou quoi, il y a une évaluation globale qui est faite et on s'assure que... L'idée, c'est que si on se contente de quelqu'un qui nous dit, voilà, je viens pour la complémentaire santé, on peut passer à côté d'un monde beaucoup plus grave que ce qu'on peut imaginer. Donc déjà, entendre la demande qui provoque le rendez-vous, on va dire, ou la venue au CCAS. Mais le métier des travailleurs sociaux, c'est d'élargir pour... quelqu'un peut demander une CSS et en fait, il faut de l'aide alimentaire aussi. Peut-être qu'il faut activer d'autres droits. Peut-être que la retraite a pas bien été déclarée. Enfin, voilà. On ne s'arrête pas. On n'est pas un guichet qui fait on me demande une CSS, je réponds à la CSS et voilà. On élargit, enfin, comment dire, l'investigation pour la famille, en fait. Et ce sera d'autant plus... Ouais, vas-y Vincent. Pardon Julie. Ça veut dire que si vous aviez pour un individu ou un foyer un 360 degrés de l'ensemble des prestations dont il bénéficie déjà, ça permettrait d'avoir une analyse beaucoup plus rapide de la situation, j'imagine. On pourrait vérifier voilà, rapidement, parce que parfois les personnes, elles viennent, elles nous disent, moi je viens, c'est pour un DALO, et en fait, c'est pas forcément le DALO qui est adapté à leur situation et qui a plein d'autres choses autour. Les gens, ils viennent par du bouche à oreille sur un dispositif parfois, mais ils savent déjà pas s'ils répondent aux critères ou pas. Et de deux, c'est peut-être pas le meilleur outil qui leur est adapté. Et si on répondait comme un guichet automatique, on pourrait donner une réponse qui elle-même serait correcte, mais qui passerait complètement à côté des besoins de la personne concernée. Ouais, dans ce cas, oui, comme tu dis, Vincent, le 360 pourrait être permis par notamment un pays particulier si l'accès à toutes les données sociales est facilité, ça pourrait avoir cette utilité-là, notamment. Georges, tu veux intervenir? Ouais, si je comprends bien, ça veut dire que une personne vient pour une aide sociale légale, et en fait, le boulot du travailleur social, c'est de regarder la situation de la personne dans son ensemble, et toutes ces distinctions sociales, légales, pas légales, enfin, facultatives, pardon, elles sont toutes légales, sautent en fait dans le mode de fonctionnement du CCAS. C'est-à-dire qu'on ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que j'arrive pour demander la C2S et le travailleur social, son boulot, c'est de faire un 360 sur la personne. C'est comme ça que ça se passe. Je sais pas s'il y a un CCAS qui Allez-y. veut répondre. Je crois que c'est Mariette qui intervenait précédemment. Oui, mais nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. De toute façon, parce que une complémentaire santé, c'est une chose, il y a un cadre réglementaire, etc. Mais en creusant autour, on peut se rendre compte qu'en fait, la personne vient uniquement sur cet angle santé, mais qu'elle sait peut-être pas qu'il peut y avoir aussi, enfin, qu'on peut prendre en compte aussi d'autres problématiques qu'elle peut rencontrer sans qu'elle ait elle-même l'idée de ce qu'elle peut demander à un CCAS ou pas. Alors, je vois qu'il y a d'autres mains levées. Il y avait d'autres mains levées. Bon, je continue ou n'hésitez Allez. pas. Hein. Donc, de toute façon, je distribue D'accord. la parole le cas échéant. Donc, de toute façon, on arrive à la dernière partie sur les prochaines étapes de l'étude. Dans les semaines qui vont venir, donc on va poursuivre l'enquête quantitative. Donc, je vous invite à répondre. On va pouvoir remettre d'ailleurs le questionnaire, le lien vers le questionnaire, je pense, dans le chat pour. Oui, je l'ai fait, oui.
Ah bah super, merci pour que vous puissiez répondre. Donc c'est un, comme je le disais, un questionnaire qui peut paraître un peu long, surtout si vous avez beaucoup d'aides facultatives, puisqu'on vous demande pour chacune de ces missions quels sont les justificatifs que vous demandez. Mais vraiment, si vous pouviez prendre ce temps, c'est précieux pour nous. Donc ensuite, on va organiser des immersions, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour formaliser le processus de traitement d'une demande, pour analyser avec plus fine les freins liés à l'accès aux données et pour confirmer les données qu'on aura identifiées dans le questionnaire. Et on aimerait constituer un panel de 4 à 5 CCAS représentatifs d'une certaine diversité des CCAS, que ce soit en termes de densité, de typologie d'aide fournie, ou voilà, qu'ils soient assez représentatifs des différents CCAS qu'on peut avoir sur le territoire. Et enfin, on va poursuivre les échanges avec les fournisseurs de données également, pour pouvoir implémenter la solution API particulier selon les besoins. Et je crois que c'était la dernière slide. Vous avez des questions? Alors, oui, Mme Saint-Jean? Allez-y, on ne vous entend pas. Blandine, on ne vous entend pas. Vous pouvez indiquer votre question dans la discussion publique peut-être, ou votre remarque. On attend plusieurs questions. Problème de micro, effectivement. On peut peut-être... je crois qu'il y a Nathalie qui est en train d'écrire. Vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez, en attendant que Blandine rédige sa remarque ou sa question. Dispositif vient en complément du Ségur du numérique. Alors, Vincent, je ne sais pas s'il y a un lien. Alors là, peut-être, Georges, tu pourrais compléter comment? Le Ségur du numérique en santé, c'est vraiment sur comment des données de santé. Là, on n'est pas sur des données de santé, on est sur les données, Oui. enfin, on est sur les données sociales, donc plutôt de la branche famille, on va dire. Georges, tu peux Oui. développer? Oui, alors sur l'aspect sécurité de données de santé, absolument pas. Je peux pas développer parce que je participe pas du tout. Par contre, en termes d'articulation entre les démarches, il y a une démarche qui est conduite dans le cadre du champ de l'autonomie et du handicap, visant à mettre en place un service public de l'autonomie sur lequel les sujets d'échange de données sont extrêmement regardés. Et donc, comme les CCAS sont à la frontière entre le handicap, l'autonomie, la solidarité, etc., il y a une vraie question d'articulation entre ces démarches. Mais pour tout ce qui est Ségur de la santé, moi, je dis pas qu'il n'y a pas de lien, mais en tout cas, moi, je le connais pas. Une question de Nathalie. Est-ce que qui sélectionnait les CCAS du panel ou un CCAS peut-il candidater? On est preneur de CCAS qui nous invitent chez eux pour qu'on puisse aller voir comment ça fonctionne. Donc, je vais vous mettre mon mail directement. Et si vous voulez nous inviter, alors ça sera pas forcément moi, mais Julie ou Myriad qui n'est pas là aujourd'hui avec nous, mais on va venir voir comment vous fonctionnez et comment vous travaillez. Je vais aussi mettre mon mail. Oui. Nathalie, oui, vous pouvez intervenir, hein.
Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Je vois que... mais effectivement, toujours un on ne problème vous de micro, entend pas. peut-être. Oui. En tout cas, oui, pour en revenir aux immersions, ce qu'on a en tête, c'est de faire des séances de 2 ou 3 heures, enfin une demi-journée, on va dire, dans un CCAS pour voir avec vous vraiment comment vous fonctionnez, quels sont les justificatifs que vous demandez. Voilà. Georges, tu voulais intervenir. Malheureusement, Nathalie n'y arrive pas, malgré son micro ouvert. Georges, tu as levé la main. Ah pardon, excusez-moi, j'ai commencé à parler sans micro. Oui, j'avais moi une question, alors si qui était de savoir, enfin de creuser un peu le sujet des demandes concernant les rémunérations sur les aides, les prestations légales. Oui, les prestations légales. Je voudrais savoir quelle est la nature du besoin, pour quelles prestations, voilà, avoir plus de précision là-dessus. Ma question s'adresse au CCAS. Et du coup, pendant que les personnes rédigent des réponses, ce qui m'intéresserait aussi, moi, de savoir, c'est finalement, j'ai beaucoup lu de choses sur le reste à vivre, le calcul du reste à vivre. Est-ce que c'est comment ce calcul, vous le faites régulièrement ou ou seulement dans certaines, pour certaines demandes? Enfin, à quel moment vous calculiez le reste à vivre? Alors, il y a Mariette qui voudrait que... d'accord, à chaque demande d'accès à l'épicerie sociale du CCAS. OK. Et donc, Mariette voudrait que Georges précise sa question. La question de Georges, je crois, c'était de savoir dans quelles aides légales il était demandé les justificatifs de ressources, donc les revenus salariés, je pense. Dans quel sens je dois préciser? Parce que c'est. Bah, Je parce confirme que ma ta question question. est très large en fait. Je pense que il doit y avoir, enfin, il y a bien une sur les dispositifs légaux, il y a déjà des comment si les revenus sont demandés, c'est déjà codifié quelque part, j'imagine. Mais on peut revenir sur la slide, Ouais, aide légale. Cécile? Ouais, c'est ça. Donc là-dessus, c'est sur quoi que c'est demandé? Voilà. Et je suis un peu étonné parce que, en fait, je voudrais vérifier un sentiment. C'est que par exemple, sur le RSA, évidemment, on va demander les ressources. Mais est-ce que c'est le CCAS qui demande les ressources ou alors est-ce que c'est la CAF quand elle va agir par délégation du département? Donc là, dans les commentaires, Pour la SH, pour le D'accord. CSS. il est Oui, indiqué mais là, que Je pourrais vous ouais, ouais, je mais pourrais pour la retrouver de TB2, toute façon les réponses il faut qui mentionner ont les été faites dans le questionnaire. les 12 derniers mois de ressources pour la C2S, par exemple. Oui. ouais, mais quand vous faites ça, vous le faites pour le compte de la CEPAM? Je comprends pas Mais l'articulation. ben, justement, je pense qu'il prépare le dossier pour l'envoyer, et ça, c'est à vous de me Ah, dire, mais c'est le ça, CCAS voilà. prépare le dossier pour l'envoyer. Euh,
C'est ça qu'on a besoin de savoir. Donc les CSCAS n'instruisent que les aides facultatives, et pour les missions légales, les justificatifs sont demandés pour le compte de l'institution qui demande. D'accord. C'est ça. En fait, ils aident les personnes à compléter le formulaire de demande et à fournir les pièces justificatives. OK. Par contre, si on revient sur l'aide facultative, là, on est bien sur un calcul du reste à vivre. L'ensemble des Pour les ressources, des différentes aides charges. sociales facultatives, il convient de calculer le reste à vivre en prenant en compte les revenus et les charges. Alors, il y a un truc où j'ai un problème de où est-ce que je mets dans les cases. C'est on a les aides légales d'un côté, les aides facultatives de l'autre. Et où est-ce que vous mettez les aides accordées par le département aux bourses, enfin les éventuelles bourses, les tarifs sociaux de cantine et ces Alors, divers sujets-là? Vous les mettez où Alors, dans votre... nous, d'après ce qu'on a, enfin moi, ce que j'avais compris, c'était que c'est lorsque c'est le département qui délègue entre guillemets les missions, ça fait l'objet d'une convention. Et dans le questionnaire, on a demandé justement de nous envoyer les conventions s'il y en avait. Et il n'y a qu'un seul CCS qui nous a fait part d'une convention avec le département. C'est pour ça qu'on ne l'a pas mis en évidence ici. Mais je ne sais pas s'il y en a d'autres. J'ai l'impression que c'est assez marginal. Et c'était pour de la politique de l'emploi, il me semble. Un retour à l'emploi, peut-être. Nathalie voulait intervenir. J'espère que votre micro va fonctionner cette fois. Ou sinon, vous pouvez écrire votre question. Pascal Baligou, les CCS ont souvent des conventions avec les départements pour le suivi des contrats du RSA. Ok, donc là, c'est bien guichet du département. Nathalie m'indique qu'elle a posé une question dans le fil de la discussion plus haut. Et je vais donc la retrouver. Non, je ne la retrouve pas. Attendez. Est-ce que vous sélectionnez les CCS du panel ou alors un CCS peut-il candidater? Est-ce que c'est ça Je votre crois, question? je crois qu'on a déjà répondu à celle-là. Par contre, il y en avait une autre sur s'il était possible d'avoir le PowerPoint, c'est celle-là? De présentation pour expliquer la démarche au CES de votre commune. Oui, pas de souci, on vous enverra le PowerPoint. Mm. Très bien. Mathilde, vous vouliez intervenir? Alors, on ne vous entend pas non plus. Je ne sais pas s'il y a un moyen de... On ne vous entend pas, il faut que vous rédigiez votre question, Mathilde.
Effectivement, l'enquête vise l'ensemble des CCAS et des CIAS de France, oui. On peut prendre encore une question si vous le souhaitez. Oui, pour le support, hein, pas de problème pour vous l'envoyer. Par contre, Vincent, je ne sais pas si tu... Enfin, qui est-ce qui a à sa disposition la liste des adresses mail des participants? Parce que, vu qu'au départ, Oui, c'était sur... on l'aura Oui, on l'aura. pour les personnes qui sont inscrites, oui. D'accord. Mathilde, on a mis nos mails dans la discussion publique, donc vous pouvez les prendre et voilà, et nous envoyer un mail. N'hésitez pas à nous contacter. On répondra présent. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Pour le coup, on garde vos adresses email si vous n'y voyez pas d'inconvénient pour vous envoyer le support et bien entendu vous tenir au courant des suites de cette étude. Et n'hésitez pas, hein, si vous êtes volontaire, pour qu'on puisse vous rendre visite, avec plaisir. Merci beaucoup. On a Merci fini à là. tous. Oui, je pense que... Au revoir. Au revoir. Au revoir.